Alors Philippe Vigier, nous avons un peu évoqué en préambule de votre propos la situation à Ceuta, cette réunion de demain entre les ministres de l'Intérieur européens. Philippe Vigier, craignez-vous une crise politique au sein même de l'Union européenne ? Non, je ne crois pas, mais il faut manifester de la fermeté lorsqu'il y a un tel phénomène qui se produit. J'ai trouvé que pour une fois, Mme von der Leyen avait réagi très rapidement en disant que c'était le rôle de l'Europe que de garantir naturellement les frontières de tous les pays européens. Et donc, il y a, me semble-t-il, un double sujet. Il faudra bien un moment parler aux Marocains qui ont laissé partir de ce genre-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'Europe se dote des moyens complémentaires pour éviter ces vagues migratoires sur lesquelles vous avez bien vu, on parlait de présidentielle il y a quelques secondes, immédiatement le RN s'est déchaîné, de croire que la France seule peut se sécuriser, tout ça c'est du rêve, malheureusement. Bon, j'aimerais peut-être passer la parole à Georges Fenech, effectivement. Mais néanmoins, cher Philippe, vous ne pouvez pas non plus ne pas voir que l'espace Schengen, qui était effectivement une belle idée au départ, la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace européen, aujourd'hui pose de vrais problèmes de circulation. Schengen est complètement dévoyé. Du narcotrafic, du terrorisme, de l'immigration clandestine massive, et qu'on ne pourra pas rester sur le schéma de 1985 qui a vu le jour Schengen. Donc il va bien falloir qu'on trouve des moyens pour... Non, j'ai un point d'accord avec Georges Fenech là-dessus. Une fois de plus, j'ai dit à deux reprises, je crois, depuis le début de cet entretien en 2026, nous sommes plus en 95. On voit bien qu'il y a d'autres fléaux considérables comme le narcoterrorisme qui sont là et qui pointent à nos portes. Et donc, il faille adapter Schengen. J'y vois bien sûr un avantage, mais rien ne se fera si l'ensemble des partenaires européens ne le font pas de façon solidaire. Parce que s'il suffit qu'il y a un maillon faible, et à partir de là, c'est l'hémorragie, dans un sens ou dans l'autre. Donc, une fois de plus, l'Europe a des moyens de coercition. Je rappelle qu'il y a des États qui sont financés avec beaucoup de crédits européens. Donc, on a la capacité de dire aux États, vous devez aussi vous aligner. Et les Espagnols, en la matière, ils doivent s'aligner sur les autres et ils doivent prendre en compte ces nouveaux risques et faire évoluer Schengen avec nous. Il faut le faire. Je crois que c'est une des choses qu'il faudrait réaliser, je l'espère, en 2027, parce qu'on ne pourra pas continuer ainsi. Est-ce que, comme le propose Bruno Retailleau dans le JDD ce week-end, il faudrait songer à réserver la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls Européens ? Non, je suis moins restrictif que lui. Pour autant, c'est un début de piste qu'il faut emprunter. Mais après, non, parce que il peut y avoir des cas où des non-européens aient aussi des besoins de circulation, et sinon, ne rentrons pas dans des cas de rigidification totale. Mais une fois de plus, vous savez, on marche, et c'est en avançant qu'on voit comment l'efficacité, elle est au rendez-vous. On a un constat commun qui est partagé d'ailleurs par ceux qui vous entourent, et moi, à l'instant, avec vous au téléphone, c'est que le Schengen est dépassé quelque part. Donc, il appartient aux États. Donc là, c'est une crise de réunion d'urgence demain, donc c'est pas le sujet. Je crois que c'est au niveau des chefs d'État et de gouvernement de voir comment, dans le dernier trimestre 26, d'ailleurs je pense que le président de la République va certainement se saisir de ce sujet parce que c'est une question qui est extrêmement sensible, et il a d'ailleurs eu des propos il y a quelques semaines sur cette question-là qui me semblait incarner cette fermeté nouvelle, mais c'est pas une fermeté, on adapte la stratégie. Vous savez, lorsque vous avez des ennemis en face de vous, des gens qui veulent absolument venir chez nous, parce que nous sommes une terre très accueillante. L'Europe est très accueillante, et ces migrations, au-delà des migrations politiques, il y a des migrations économiques, et il y a des migrations aussi pour des raisons climatiques très importantes. On oublie toujours qu'il y a 40 millions de personnes chaque année qui quittent leur pays pour des raisons climatiques. Merci d'avoir été parmi nous sur Europe 1 ce soir, Philippe Vigier, je le rappelle, député MoDem de l'Eure-et-Loire, et effectivement avec nous aux côtés de nos chroniqueurs, donc depuis 20 minutes. Merci et bonne soirée, Philippe Vigier. Je crois que vous avez d'ailleurs des impératifs. Allez, j'aimerais, et nous sommes toujours avec Georges Fenech et Raphaël Steinville, je le rappelle, j'aimerais continuer à parler de Ceuta et entendre Fernand Gontier. Fernand Gontier, ancien directeur central de la police aux frontières. Il a estimé que cette crise à Ceuta est un avertissement pour l'Europe sur la question migratoire. Il était sur Europe 1 ce matin. Je n'avais jamais vu une action, un assaut aussi massif, à force ouverte, aussi organisé, avec un effet de masse et surtout un grand débordement des services de police, tant marocains qu'espagnols. Donc oui, c'est tout à fait historique et je pense que c'est un avertissement pour l'Europe. Il faut un engagement beaucoup plus massif de l'Europe, tant sur ses frontières communautaires, que dans les pays d'origine et les pays de transit, dont le Maroc fait partie. L'immigration peut être une arme,
peut être une arme diplomatique, politique, voilà, et c'est une forme de guerre qui ne dit pas son nom, mais on peut instrumentaliser comme ça des migrants contre leur gré parfois, ou en les manipulant, ou encore en manipulant les passeurs, les réseaux de passeurs. Les migrants comme arme diplomatique. Georges Fenech, Raphaël Steinville, est-ce que c'est une théorie, pas seulement partagée par Fernand Gontier, mais une théorie qu'on entend de plus en plus depuis le début de ce week-end et ce qui s'est passé à Ceuta? Georges Fenech, est-ce qu'on est dans l'ordre du complot ou bien c'est quelque chose de bel et bien réel de se servir des migrants comme arme diplomatique? On sait avec la Biélorussie notamment en 2021, on l'avait observé aux abords des frontières lituaniennes et polonaises, je crois. Oui, on l'avait déjà observé, souvenez-vous, en Espagne également. Également, tout à fait. Puisque, quelques jours après la visite de Pedro Sanchez à M. Tebboune, quelques jours, ça n'a pas plu évidemment au Maroc, toujours le conflit du Sahara occidental. Et donc, il y a eu une invasion de 9000 migrants déjà. Et là, comme par hasard, c'est aussi après la réception du chef du Polisario, pour des questions de santé, je crois, à Madrid, le Front Polisario. Tout à coup, on a du Front Polisario, qu'on a tout à coup quelques 40 ou 60 000, enfin je sais 60 000. pas, 60 000 dit-on au dernier chiffre. Donc il n'y a pas de place pour le hasard selon vous. Non, c'est pas être complotiste que de constater que ça n'a pas pu se faire sans une bienveillance des autorités marocaines, c'est pas possible. Il y a donc une arme diplomatique, effectivement. Non, mais c'est d'autant plus vrai qu'un certain nombre de vidéos documentent non pas l'organisation totale, mais en tout cas la complicité ou la passivité, des autorités policières marocaines. Et effectivement, lorsque l'on assiste à un exode si massif, si organisé en apparence, on peut se demander légitimement si certains n'avaient pas des intérêts et n'ont pas participé, orchestré cette manœuvre. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a, comme souvent dans les flux migratoires, beaucoup d'hommes. Oui, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est toujours, moi ça me frappe, peut-être un peu naïf, messieurs Fenech et Steinville, mais c'est toujours le même type de migration très masculine. Non, mais puis on peut quand même souligner que le Maroc est un pays qui bénéficie d'une situation économique très favorable par rapport à nombre de pays du Maghreb et de l'Afrique. l'Algérie, oui, c'est pas pareil. Cette espèce de fuite interroge forcément, et on ne peut pas s'empêcher de poser un certain nombre de questions qui ne relèvent pas seulement de ces questions migratoires, mais plus largement de questions géopolitiques, avec notamment cette alliance entre les États-Unis, le Maroc, Israël, avec des États-Unis qui, ces derniers mois, et la guerre en Iran nous a montré à quel point les détroits étaient d'une importance capitale et stratégique, et donc de voir que l'Europe, parce qu'en fait il y a une guerre larvée entre les États-Unis et l'Europe, de plus en plus évidente, les prises d'opposition de l'Espagne bien sûr, mais d'un certain nombre de pays européens ont largement déplu à Donald Trump, et de pouvoir, dans un futur proche, peut-être mettre la main sur ce corridor qui permet d'accéder à la Méditerranée, c'est aussi une question qui doit être posée. Emma Fourreau est donc ce matin l'invitée de Jacques Serret sur Europe 1 dans la matinale. Emma Fourreau, donc je le rappelle, eurodéputée LFI, elle a critiqué les réactions politiques face à la situation à Ceuta. On ne va pas l'écouter, effectivement, Emma Fourreau, mais je me permets de citer un verbatim. Elle a notamment critiqué les nombreuses réactions politiques à droite face à cette situation à Ceuta. Georges Fenech, que lui répondez-vous ? Je réponds qu'il ne faut quand même pas être naïf. Tout cela aussi, c'est le fruit d'une politique de grande générosité et d'ouverture de Pedro Sanchez qui a lancé un appel d'air, vous l'appelez comme vous voulez. 500 000 régularisations il y a quelques semaines en Espagne. C'est un appel d'air selon vous. Quand vous êtes effectivement un migrant en puissance, vous entendez « je serai régularisé, j'y vais ». Voilà. Donc vous pouvez pas exonérer M. Pedro Sanchez d'une responsabilité. Qui plus est, il prend cette décision sans aucune
concertation avec ses partenaires européens. Il fait cavalier seul. Il ne joue pas collectif. Et quand vous appartenez à l'espace Schengen, vous devez jouer collectif, surtout lorsque vous avez une position aussi stratégique par rapport à l'Afrique, quand vous vous appelez l'Espagne. Raphaël Steinville. Moi, je suis d'accord avec Georges Fenech, mais je crois qu'en même temps qu'on peut accabler la politique et la folie de Pedro Sanchez de vouloir régulariser si massivement les clandestins qui sont en Espagne, on ne peut pas s'exonérer malgré tout de cette réflexion, de cette hypothèse en tout cas qui accourt aussi qu'il y a des pressions géopolitiques stratégiques des États-Unis et du Maroc pour finalement obtenir cette souveraineté sur ce détroit qui aujourd'hui est à l'exclusive de l'Europe. Voilà, tout à fait. Et il y a également les questions Ceuta et Melilla, qui sont au cœur de toutes les convoitises. Ces deux. Pour moi, c'est des anomalies historiques. Voilà. Oui, non, mais effectivement, on est totalement d'accord. On est totalement d'accord, effectivement. Voilà, c'est quand même le territoire marocain, c'est la pointe de l'Afrique. Je sais que vous êtes très attaché à l'Afrique du Nord, effectivement, et vous connaissez très bien ce territoire. Je connais très bien l'Afrique du Nord, je connais très bien le Sahara occidental aussi. J'y suis allé à Dakhla plusieurs reprises. Et donc, il faut voir qu'il y a une territorialité et qui ne peut pas se discuter géographiquement déjà. C'est comme les Malouines, c'est comme Gibraltar. Il y a comme ça quelques... Voilà. Comme Mayotte pour les Comores oui, on peut dire aussi. Je suis un peu taquin ce soir, Georges Fenech, pardonnez-moi. Non, mais les Mayottes, c'est pas non, eux, il y a eu un référendum. C'est eux qui ont fait le choix. C'est eux qui ont fait le choix. Ils ont voté dans les années 70, tout à fait. Absolument, ouais.